Bonsoir à tous, bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le mercredi 11 décembre et à la une de ce journal, ce drame qui s'est produit du côté de Mirerény. 3 enfants âgés de 3 et 4 ans qui avaient disparu depuis 10 heures ce matin ont été retrouvés morts dans un véhicule hors d'usage. Depuis 13 heures, des recherches actives avaient été lancées suite au signalement des parents. Les gendarmes auront finalement retrouvé les corps sans vie aux alentours de 16 heures. Écoutons l'une des proches des victimes qui était sur place il y a quelques minutes. Pour l'instant, je ne sais rien parce que là, je vais chez ma soeur. J'ai attendu ça, je viens de sortir du boulot. Il a dit il est mort. On a allé chercher, il n'a pas trouvé. Quand il a trouvé, il est mort. C'est ça ce que je sais pour l'instant. C'est qui pour vous? C'est le fils de ma soeur. Et de retour en plateau, Patrick Millan était sur place. C'est lui qui a recueilli ce témoignage. Patrick, bonsoir. Bonsoir Pierre. Vous étiez du côté de Mirerény il y a encore quelques minutes. Oui. C'était un peu la cohue. On a l'impression qu'il y a beaucoup de questions qui se posent sur les circonstances. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu ce qui s'est passé depuis 10 heures ce matin? Alors, effectivement, ça a commencé à 10 heures ce matin. 3 gamins âgés entre 3 et 4 ans échappent à la vigilance des parents. La police municipale est prévenue. Tout le monde cherche ces gamins. Et pas de traces. On les retrouvera autour de 16 heures, enfermés dans un véhicule hors d'usage, une espèce de carcasse, pas totalement carcasse parce que c'était un véhicule qui était abandonné, il manquait les roues, mais qui se fermait quand même, il y avait encore des vitres. Et on retrouvera ces gamins à l'intérieur, décédés. Évidemment, vous imaginez la situation dans le village, tout le monde hurle, tout le monde crie, la détresse, les cris de douleur, les proches s'évanouissent. Tous les uns derrière les autres, les pompiers les amènent au fur et à mesure. Les gendarmes qui très vite arrivent sur place et mettent en place un périmètre de sécurité. Personne ne peut accéder à la scène, bien évidemment. Les journalistes non plus. Et là, forcément, on commence à prendre des informations sur les éventuels témoins. En tout cas, qu'est-ce qui se dit déjà dans le village? Et les premières informations tombent. On nous dit que ces gamins seraient décédés à cause de la chaleur dans la voiture. En fait, cette information sera confirmée quelques minutes après par les gendarmes et les procureurs, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Ils se sont amusés, ils ont trouvé une vieille voiture abandonnée, et ils sont rentrés dans la voiture, ils se sont enfermés dans la voiture, et ils n'ont pas réussi à réouvrir. Ils ont probablement appelé au secours, mais cette voiture était abandonnée, donc ils sont restés enfermés. La chaleur, le manque d'air, a priori, c'est la cause du décès. Mais le procureur qu'on a eu au téléphone tient à préciser qu'il s'agit d'une hypothèse. Une enquête a été ouverte? Une enquête a été ouverte. En tout cas, un examen de corps a été demandé également par le procureur pour être certain qu'il ne s'agit pas d'autre chose, c'est-à-dire un élément extérieur qui aurait causé la mort. Mais selon toute vraisemblance, c'est ça qui aurait causé la mort, c'est-à-dire c'est un accident tout simplement. C'est dramatique parce que dans tout le quartier, au tout début, on entendait toutes sortes d'hypothèses, hein, se disant qu'ils auraient été tués, poignardés, etc. Là, on a tout entendu très très vite. Il fallait très très vite faire le tri des informations et pour arriver à ce résultat où c'est ce qui probablement ressortira de cette enquête. Hein. Il y aura une autopsie qui va être faite sur les corps justement des enfants pour comprendre justement les causes de la mort. En attendant, c'est vrai qu'il y a quand même une question qui se pose, et on le dit souvent, ces problèmes de pollution, ces véhicules hors d'usage qui aujourd'hui sont un vrai problème de santé publique et qui effectivement peuvent amener à des problèmes plus graves. Vous avez raison Pierre. Jusqu'à maintenant, on savait que ces véhicules hors d'usage, ces carcasses, ces voitures abandonnées par tout le monde sont d'abord évidemment une gêne à la vue, c'est très moche. Ensuite, c'est dangereux pour la nature, mais tout ça, on l'a toujours dit. Sauf qu'aujourd'hui, maintenant, ces véhicules hors d'usage peuvent tuer. Et ils ont tué aujourd'hui 3 gamins. Et ce véhicule appartenait bien à quelqu'un. Il n'a pas été inventé, ce véhicule. Il appartenait bien à quelqu'un, et ce quelqu'un qui l'a abandonné. Et il l'a abandonné dans une commune. Et maintenant, les communes sont contactées par les différents services, justement pour collecter tous ces véhicules hors d'usage. Or,
selon les informations, la commune de Combagny n'a pas encore signé cet accord. Et là aussi, il faudrait que les communes véritablement prennent ce problème à bras-le-corps et dans les plus brefs délais. Dans les plus brefs délais, mais dommage pour ce qui s'est passé, mais si ça pouvait aussi servir à ça, ça serait au moins ça. Parlons aussi, vous étiez donc dans le centre de l'île, vous étiez du côté de Kahani. On parle beaucoup aussi de délinquance ces derniers temps et on a encore eu des caillassages tout proche du lycée de Kahani. Exactement, au lycée de Kahani. Je m'y suis rendu, j'étais à Combagny, donc quelques minutes après, j'ai pu aller sur place. En y allant pour tenter de comprendre ce qui s'est passé, j'ai croisé sur la route 2 camions de pompiers qui encadraient un autobus avec des gamins à l'intérieur. Maintenant, il y avait des gendarmes qui sont obligés d'encadrer un autobus pour raccompagner les gamins en sortant de l'école. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a des gamins. Alors, je ne me demandez pas d'où ils venaient. C'était de Combagny, de Kahani, de quel village, on n'en sait rien. Tout le monde a sa petite version là-dessus. Mais quoi qu'il en soit, des gamins ont caillassé. Ils étaient armés de bâtons. Ont caillassé des gamins qui sortaient de l'école, qui montaient dans le bus. Donc, les gamins ont pu se cacher dans l'école le temps que les gendarmes arrivent. Les gendarmes ont mis du temps à arriver, entre 30 et 40 minutes. Évidemment, il y avait une actualité forte. Entre 30 et 40 minutes pour arriver. Ils sont arrivés, ils ont protégé les gamins pour sortir de l'école, ils les ont mis dans le bus et les bus ont été encadrés. Mais c'est dramatique, vous vous rendez compte que pour sortir de l'école, on a besoin des forces de l'ordre, les mobiles. Surtout dans ce lycée qui est un lycée où il y a quand même eu des événements très importants. On se souvient au moment de la grève générale, c'était aussi partie des manifestations autour de ce lycée, des violences, des caillassages. C'est dramatique réguliers. Et on espère de toute manière que tout ça ne restera pas impuni. Le préfet de toute manière a envie de ne rien lâcher sur ce terrain. Je crois même qu'il est du côté de Koungou actuellement. Effectivement, il y a une opération de gendarmerie. C'est pour ça aussi que les gendarmes sont très mobilisés. Ce qui s'est passé à Mimiri-Rény et aussi les gendarmes qui mènent une opération actuellement du côté de Koungou par rapport aux événements de violence aussi à la suite à l'interpellation de jeunes et aux affrontements qui ont lieu, les barrages qui ont eu lieu ces 2 derniers jours sur cette commune. Ouais, je pense, juste pour conclure, Pierre, si vous êtes d'accord, je pense aux familles de ces enfants. Un enfant de 3 ans, quand vous perdez un gamin dans ces circonstances, en plus, c'est dramatique. Et je peux vous dire que la douleur, la presse était de l'autre côté de la route, mais on entendait les cris de douleur des familles et de ces mamans, parce que tout le monde est maman là-bas. Ces gamins de 3 ans, c'est les gamins de tout le monde. C'est comme ça que ça se passe à Mayotte. La maman, la vraie maman, évidemment, elle était dans un état, on peut l'imaginer, mais les autres mamans également. Enfin voilà, je pense à toutes ces familles et à tout ce village qui aujourd'hui est dans la douleur. Et justement, toute l'équipe de Coésie se joint à moi pour présenter ses condoléances à la famille et aux familles, puisque ce n'étaient pas des frères et sœurs, c'était des enfants qui étaient amis. Merci beaucoup Patrick d'avoir accepté cette invitation. Et tout autre sujet maintenant. La semaine dernière, un préavis de grève a été déposé au sein de l'électricité de Mayotte. Au cœur des revendications, l'alignement sur les retraites de droit commun et le rachat des parts de la SOR. En effet, cette société qui détient 25% d'EDM souhaite quitter l'actionnariat et vendre ses actions au fonds d'investissement Quaero Capital. De quoi faire monter au créneau les syndicats qui exigent que EDF devienne majoritaire comme dans tous les autres départements de France. Au montage, Leslie Vumenet. Avant 1997, date à laquelle la société d'économie mixte EDM a été créée, le service de production d'énergie était un service de la collectivité de Mayotte. Au moment de la mutation, Younoussa Bamana a tout mis en œuvre pour que EDF entre au capital de la société mahoraise, à l'instar de tous les autres territoires d'outre-mer. Aujourd'hui, 25% de parts sont détenues par une filiale d'EDF, 50% des parts du capital sont détenues par le CD 976, tandis que les autres 25% appartiennent à SOR International. Cette entreprise souhaite actuellement vendre ses parts au fonds d'investissement Quaero Capital, une aberration pour Salim Naouda. Au niveau des autres départements d'outre-mer, il n'y a aucune région ou territoire outre-mer où il n'y a pas EDF. Avant, on nous disait, vous n'êtes pas département, donc depuis 2011, Mayotte est devenu le 101e département et 5e département d'outre-mer. Oui, c'est pas EDF, c'est EDM. Donc, pourquoi à Mayotte aujourd'hui, avec le statut qui a évolué, qu'on est département d'outre-mer aujourd'hui, EDF n'interviendrait pas comme dans les autres départements? Nous avons connu l'alerte cyclonique. Oui. Et au lieu que ce soit EDF qui organise ces services d'intervention pour Mayotte, le cas échéant, s'il y a des difficultés, il a fallu que EDF intervienne à Mayotte sous forme, comme s'il intervenait dans un autre territoire
qui n'étaient pas français. Salim Naouda craint que le service public d'électricité passe aux mains d'un fonds d'investissement qui n'aura pour seul but que de générer des dividendes pour les actionnaires. Il en appelle donc aux parlementaires pour que EDF, détenu en grande partie par l'État, rachète les parts de la SOR. S'ils consultent le comité économique et social de l'électricité de Mayotte, c'est qu'ils ont une obligation aussi d'avoir l'avis des représentants du personnel, Consultation. donc l'avis du personnel. Avec cette consultation, nous allons réunir le personnel, attirer leur attention, rappeler le combat que nous avons mené jusqu'ici. 1. Garantir notre statut des UEG. Et 2. Garantir le développement du territoire en électricité et garantir la péréquation. Ça, on va expliquer aux salariés. Ouais. Et aussi, on va interpeller, puisque là, prochainement, il va y avoir des élections municipales, on va interpeller les candidats sur l'enjeu. Si l'option EDF s'avérait impossible, le secrétaire général de la CGTMA propose que les communes mahoraises investissent. Si l'option EDF s'avérait impossible, le secrétaire général de la CGTMA propose que les intercommunalités mahoraises investissent dans ce service public incompatible avec des intérêts privés. Pourquoi aller chercher un fonds d'investissement ailleurs alors que nous avons des intercos à Mayotte? Oui. Pourquoi, avec la création des intercos, on n'a pas pu poser la question localement et voir la possibilité, puisque c'est eux qui sont en contact direct avec la population consommatrice de l'électricité, et les discussions qui pourraient s'ouvrir pourraient aller vers pourquoi l'interco ne pourrait pas rentrer dans le capital à la place de la SOR, les 4 intercos de Mayotte, quitte avec d'autres aussi structures qui existent dans le département, qui sont des structures publiques, entrer dans le capital pour qu'on garantisse ce service public. Donc, le choix n'a pas été fait. Pour quelle raison? Ça, on ignore. S'ils ne sont pas entendus, EFO et la CGTMA ont déjà lancé un préavis de grève avec pour revendication l'alignement sur les retraites de droit commun et ce rachat des parts de la SOR par EDF. Ouvrons une page sport et éducation à présent. Le pôle d'excellence sportive de Cavani est fin prêt. Le bâtiment anciennement occupé par la CIM puis laissé à l'abandon a fait peau neuve. Il accueillera dans les prochaines semaines le service départemental de la cohésion sociale, de la jeunesse et des sports. Alors comment le bâtiment a-t-il été pensé? Quels sont ses atouts? Un sujet signé Marion Tellier. 340 mètres carrés de bureaux, une menuiserie en aluminium, une vue directe sur le stade de Cavani. Le service de cohésion sociale, de la jeunesse et des sports du département pourra très prochainement jouir de locaux entièrement rénovés, au cœur d'un quartier pour le moins stratégique. Le bâtiment appartenait au département, elle avait envie de la réhabiliter. L'objectif étant, c'était de permettre à ce service, spécifiquement qui s'occupe de la jeunesse et du sport, d'être au cœur du sport. Parce que comme vous voyez bien, il y a le stade qui est en face, il y a le gymnase qui est à côté, il y a le centre de la mamie, le centre d'hébergement qui est à côté. Et cet endroit qui jadis a accueilli beaucoup de délinquance va devenir un endroit dynamique. L'objectif étant, c'est de dynamiser cet endroit pour le bien-être de la population. En effet, si le site fait aujourd'hui la fierté du département et de l'ASPL, il n'en a pas toujours été ainsi. Occupé par la CIM jusqu'en 2014, le bâtiment a ensuite été laissé à l'abandon, attirant ainsi squatteurs et délinquance. En 2016, le département décide de reconquérir ses espaces bureautiques pour le projet de pôle d'excellence sportif. Nous avons commencé par une mise hors d'eau en 2018 et en 2019, nous avons fait les travaux de réhabilitation que vous voyez actuellement. Les prochaines étapes, c'est la mise en place d'une clôture au niveau de tout le site, permettant d'empêcher les éventuels délinquants d'accéder au mobilier justement qui vont venir être installés dans les jours qui viennent et aussi au travail du personnel du département qui s'y installera aussi. En tout, le montant de ces travaux se sera élevé à plus de 500 000 €. L'installation du service de la cohésion sociale, de la jeunesse et des sports devrait avoir lieu dans les semaines à venir, après une inauguration officielle des lieux. Politique dans votre 19h. La bataille pour les élections municipales s'intensifie et cette question des infrastructures est au cœur de la campagne. Dans le sud de l'île, à Kanikeli, plusieurs listes ont vu le jour pour battre l'équipe municipale actuelle. Bouba, ancien colistier du parti Alliance en 2014, était sur notre plateau ce matin. Selon lui, un seul mot d'ordre, battre ceux qui depuis des années sont à la tête de cette municipalité. Écoutons sa réaction. Pour les élections municipales
de 2014. Oui, la dernière fois. Donc on a été battus, Oui. sinon on ne serait pas là. Donc c'est pourquoi moi je dénonce, parce que bientôt on sait que ça va être les prochaines élections vont arriver plus tôt. Oui. Donc je venais pour faire une mise en garde, pour dire à la population de Kanikeli, Oui. arrêtez de vous faire berner, d'accord, par des démagogues. Je vais pas les citer, on les connaît tous, ils sont là, il y en a, ils ont fait 3 mandats, il y en a, ça fait 2 mandats qui sont là, et on voit pas de projet. Le territoire de Kanikeli se dégrade, on a les routes les plus dégradées de Mayotte, vous avez qu'à le vérifier vous-même. Oui. Mais les routes, c'est pas la mairie. Je le sais, je le sais, mais ces élus-là aussi, ils ont leurs responsabilités. Il faut un minimum d'infrastructures dans cette commune, et à chaque fois, les candidats qui se présentent, ils fabriquent des professions de foi, on va dire, qui sont juste, on va dire, de façade. En tout cas pour la campagne, ouais. Qui n'ont rien à voir avec la réalité. Il est temps de faire le tour du reste de l'actualité locale avec notamment une action de nettoyage de l'association Sea Shepherd ou encore la dématérialisation des déclarations et des paiements des cotisations. Au montage, Leslie Vumenet. Le 3 décembre dernier, à l'hôtel de région de La Réunion, s'est tenu le 4e comité de suivi du programme opérationnel Interreg 5 Océan Indien 2014-2020. L'occasion pour Mohamed Sidi, vice-président en charge de la coopération décentralisée et des affaires européennes au Conseil départemental de Mayotte, d'envoyer un message en réponse au document d'orientation 2021-2027 proposé par la Commission européenne. Le département de Mayotte assure mettre tout en œuvre pour devenir autorité de gestion du prochain programme FEDER CTE Mayotte, Comores, Madagascar. Le périmètre d'intervention serait élargi vers les pays de l'Afrique de l'Est et de l'océan Indien. L'approche que nous privilégions est celle d'une gouvernance reflétant la réalité de chacun des territoires et de la complémentarité, donnant sa pleine force au concept de la France de l'océan Indien, a rappelé l'élu départemental. 5 ans de mise en œuvre ont permis de programmer 65 opérations sur le volet transnational, dont 3 sont portées par des porteurs de projets mahorais et 28 auxquels sont également associés des partenaires locaux. Alors que la saison cyclonique dans l'océan Indien sud-ouest a débuté avec Belna, et même si le cyclone a épargné Mayotte, l'association Sea Shepherd organise une nouvelle action à Mayotte. Sur sa page Facebook, l'association explique « Belna est passé à une centaine de kilomètres de Mayotte, entraînant des pluies plus faibles et du vent moins fort que prévu sur l'île. Il a en revanche contribué à accentuer encore davantage la pollution et l'empoisonnement du lagon. Que vous ayez déjà de l'expérience dans des actions citoyennes environnementales ou souhaitez participer pour la première fois, vous êtes tous les bienvenus le samedi 14 décembre à partir de 8h30. Rendez-vous sur la plage de Petit Moya ou plage des Aviateurs en Petite Terre. Un briefing commun aura lieu sur la plage, puis 2 équipes se répartiront afin de nettoyer plage et lagon, une équipe d'apnéistes ainsi qu'une équipe à terre pour un grand nettoyage de la plage et un tri des déchets ramassés dans l'eau. La dématérialisation des déclarations et des paiements des cotisations devient une obligation en 2020. Cette offre de service a pour objectif de mettre à disposition des cotisants une offre globale allant de la consultation de leur compte cotisant à sa mise à jour en termes de déclaration et de paiement. Elle permet aussi d'améliorer la qualité des informations transmises par le bénéfice de la relation dématérialisée. Pour la CSSM et les employeurs, cela doit représenter un gain de productivité, une simplification administrative, un gain de trésorerie ou encore une fiabilité des données. La campagne d'information initiée depuis fin 2018 se poursuit en 2020 avec des documents téléchargeables sur le site internet de la CSSM. Tous les employeurs du régime général doivent déclarer et payer en ligne les cotisations et contributions dues sur les salaires versés au titre des périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2020. Le non-respect de cette obligation de dématérialisation exposera le cotisant à une pénalité conformément aux dispositions réglementaires. On termine cette édition avec une nouvelle association apparue depuis 2 semaines sur l'île. 4 personnes sont à l'origine de ce projet intitulé Mwake Family. Il a pour but de faire découvrir la pratique du wakeboard aux plus petits tout en proposant un tarif abordable. Une nouvelle façon de faire découvrir les sports de glisse et le lagon aux enfants. Un reportage signé Paul Arthur Avit. Ils ont de 7 à 14 ans et se sont rejoints sur le bateau de Wake Up Malouja, prestataire choisi par l'association pour découvrir et se perfectionner au wakeboard. L'association Mwake Family, créée il y a seulement 2 semaines, compte déjà près d'une dizaine d'adhérents. Une association qui a vu le jour pour une raison bien particulière, faire découvrir les sports de glisse aquatique à la jeunesse mahoraise qui malheureusement ne profite pas assez de ce lagon exceptionnel.
À Mayotte, on a un lagon fermé et abrité du vent, et c'est un lieu exceptionnel pour la pratique du wakeboard. Donc du coup, on voulait faire partager notre passion aux plus nombreux et surtout à la jeunesse mahoraise, aux jeunes, pour qu'ils découvrent cette pratique sur leur terrain de jeu, puisque le terrain qu'on a à Mayotte, c'est le lagon, et le lagon, c'est un lieu exceptionnel pour la pratique des sports de glisse et du wakeboard. Pour leur première sortie, les jeunes ont pu être guidés par le président de l'association qui les a accompagnés avant de les laisser seuls aux commandes du wakesurf, une association dont le prix d'entrée s'adapte au contexte local. On voulait rendre accessible la discipline, qui est une discipline motorisée qui coûte de l'argent. Donc du coup, on voulait proposer des prix faibles pour que les plus nombreux et les plus jeunes viennent nous voir. Donc en fait, un tour de wakeboard, c'est aux alentours des 55-59 euros pour tout le monde dans une école de wakeboard. Alors que là, on veut faire un prix à 25 euros la sortie. Et donc le jeune vient avec ses 25 euros pour la sortie, et du coup avec ça il a une cotisation de 30 euros à l'année. Une discipline adaptée aux jeunes, en effet les chutes dans l'eau à vitesse réduite n'occasionnent quasiment jamais de blessures. Les sorties Mwek Family se déroulent tous les mercredis après-midi. Retrouvez plus d'informations sur l'association sur la page Facebook Mwek Family. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour décortiquer comme chaque soir l'actualité locale. Excellente soirée sur Quasi.